Salut à toi. Aujourd'hui, je choisis de te parler des biais cognitifs. C'est un peu le garde du corps de ton cerveau. Un biais cognitif, c'est un raccourci automatique de la pensée. C'est comme un filtre invisible qui modifie la réalité pour la rendre plus confortable, logique et moins douloureuse. Elle est involontaire, on ne choisit pas de l'activer. Inconscient aussi, on ne se rend pas compte que ce biais agit. Protecteur, son but n'est pas du tout de manipuler, mais de nous préserver. En somme, le cerveau préfère tordre la réalité plutôt que d'affronter une émotion difficile. Le cerveau déteste l'inconfort psychologique. Pour éviter de ressentir de la culpabilité, de la honte, de l'échec, la peur du jugement, de l'abandon, etc., il transforme instantanément les informations. Un fait devient une attaque, une remarque neutre devient un reproche, un besoin exprimé par l'autre devient une critique et une limite posée devient un rejet. Ce n'est pas une réaction rationnelle, c'est un bouclier émotionnel. En clair, les biais cognitifs, c'est ton cerveau qui te protège d'une vérité inconfortable en réécrivant l'histoire à sa façon. Si une remarque te fait rager, c'est bien souvent parce qu'au fond, elle dit une vérité que tu refuses de voir. La vérité pique, alors le biais intervient comme un anesthésiant. Pour comprendre pourquoi nous fonctionnons ainsi, il faut savoir que nos biais cognitifs sont le résultat de la rencontre entre notre biologie et notre histoire personnelle, façonnée à travers 3 étapes clés. Premièrement, on va dire c'est le câblage, le mode survie. Eh bien, à la naissance, le cerveau humain arrive pour un programme préinstallé qui date de la préhistoire. Ce programme dit, pour survivre, il faut analyser l'environnement à toute vitesse et éviter la douleur à tout prix. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait que des mammouths en face de toi. Analyser une situation calmement demande beaucoup trop d'énergie. Le cerveau préfère donc utiliser les raccourcis automatiques. C'est la structure de base commune à tout le monde. Ensuite, vient le moule de l'enfance, le mimétisme. En grandissant, un enfant observe son entourage comme un miroir. Inconsciemment, il copie les réactions et les manières de gérer le stress, le conflit ou l'inconfort. Alors si dans notre enfance, on a vu les adultes réagir à une remarque par la défensive, par de la colère ou de la fuite, notre cerveau a enregistré ça comme la méthode standard pour se protéger. Et ensuite, la protection, c'est le point central. Les biais se forgent au moment exact où nous ressentons nos premières grandes émotions douloureuses, enfouies. La peur du rejet, l'abandon, la sensation de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, l'abandon, etc. Face à ces croyances limitantes, comme par exemple je ne suis pas assez bien, je ne dois pas me faire remarquer, je dois être parfait, parfaite, le cerveau crée un bouclier sur mesure. Si accuser l'autre ou se fermer permet d'anesthésier la douleur sur le coup, le cerveau valide cette stratégie pour l'avenir. Ce ne sont donc pas des défauts de fabrication, ce sont des armures du passé qui continuent de s'activer automatiquement dans notre présent. C'est précisément ce filtre invisible qui crée les schémas répétitifs. Tu changes de travail, de partenaire, d'amis, d'endroit, etc. Mais tu finis par revivre exactement les mêmes situations, les mêmes conflits et les mêmes déceptions. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le monde extérieur qui se répète. C'est ton cerveau qui applique toujours la même grille de lecture pour protéger la même vieille douleur. Tant qu'on refuse de regarder la réalité en face, la vérité en face, on est condamné à rejouer le même film avec des acteurs différents. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser la tendance. Pour briser ces cycles, il ne suffit pas de changer d'environnement, il faut aller libérer et transformer l'émotion d'origine. En acceptant de regarder cette vulnérabilité, le bouclier n'a plus de raison d'être. La réalité, c'est clair, et le schéma répétitif s'arrête enfin. C'est vraiment très important que tu comprennes cela, et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le monde magique de Chrysalidya » qui justement te permet, par un langage métaphorique, de transformer n'importe quelle croyance, n'importe quelle émotion par son opposé. Une émotion est une énergie. On ne peut pas détruire une énergie, mais on la transforme. Ça s'appelle l'alchimie émotionnelle. Plus tu vas transformer, par exemple, si tu as vécu un abandon ou tu t'es senti abandonné dans ton enfance, plus tu vas pratiquer
par l'hypnose ou par le langage métaphorique, ou par la prise de conscience, ou par l'écriture, ou par la méditation profonde. Il y a plusieurs choses à faire, mais conscientiser que cette émotion est là et la transformer par une émotion positive, eh bien tu n'attireras plus ça dans ta vie. Car n'oublie pas, ce sont nos émotions qui créent nos ressentis, nos sensations. Et ce sont nos sensations et nos pensées qui attirent à nous notre réalité. J'ai 3 exemples génériques du quotidien à te donner pour exprimer ça. En amour. Par exemple, un partenaire exprime un besoin de partage ou d'organisation dans le quotidien. L'autre partenaire s'énerve instantanément, se sent étouffé ou accusé de mal faire et coupe court à la conversation en rejetant la faute sur l'humeur de son conjoint. Le biais sous-jacent, la demande réveille une peur inconsciente de l'échec ou de ne pas être à la hauteur dans la relation. Pour éviter la sensation de culpabilité, le cerveau transforme l'expression d'un besoin en une agression extérieure. Le bouclier s'active, empêchant d'entendre le signal d'alarme jusqu'au jour où la rupture s'impose, laissant la personne dans l'incompréhension totale. En amitié, autre scénario, tu proposes une activité à des amis, certains répondent qu'ils ont déjà un engagement, immédiatement tu ressens une profonde vexation et tu te dis qu'ils s'éloignent volontairement ou qu'ils ne t'apprécient plus. Tu décides de ne plus leur donner de nouvelles. Le biais sous-jacent, ce refus banal réveille une vieille insécurité liée à la peur de l'exclusion. Plutôt que de traiter l'information de manière factuelle, un simple problème d'agenda par exemple, le cerveau réécrit l'histoire pour valider la croyance limitante. On finit toujours par m'écarter. C'est ce mécanisme qui provoque la rupture alimentant le cercle vicieux. Autre exemple, au travail, un collaborateur reçoit des retours constructifs de son responsable demandant de modifier une partie d'un projet. Le collaborateur passe la journée à rager, persuadé d'être pris en grippe ou que ses compétences sont remises en question. Le biais sous-jacent, ce retour se heurte à une exigence interne de perfection absolue héritée de l'enfance. Pour ne pas affronter l'inconfort d'un ajustement technique, le cerveau transforme la remarque professionnelle en une attaque personnelle sur l'identité. La personne finit par changer régulièrement de poste pour fuir des environnements jugés injustes sans voir qu'elle fuit la moindre remise en question. Dans tous ces cas, de toute façon, il est important de se remettre en question et de prendre de la hauteur, de se détacher de ses émotions et de se dire peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose en moi qui attire ces répétitions. Pour désactiver ces automatismes, briser les cycles et passer du bouclier à la perception réelle, je te donne un parcours en 6 étapes simples. Premièrement, identifier le mécanisme. Le simple fait de remarquer la réaction et de se dire intérieurement « Tiens, là, mon cerveau est en train de me protéger », désactive instantanément une grande partie du réflexe. Nommer la réaction, c'est déjà reprendre le contrôle. C'est s'en désidentifier. Face à une situation stressante, donc ça c'est le deuxième point, pose-toi la question. Si une caméra filmait la scène, qu'est-ce qu'elle enregistrerait objectivement ? Ça permet de séparer le film que l'on se fait dans la tête de la réalité factuelle. Là encore, de s'en dissocier, de prendre du recul, de la hauteur. Troisième point, on peut découpler l'information de l'identité. Une remarque sur un comportement ou un résultat ne définit pas qui tu es. On t'a pas dit « tu es nul », c'est plutôt « on me signale un point précis à ajuster ». Et si tu transformais la remarque en occasion de performer, de faire mieux, de prendre plus de plaisir dans ta vie. Ensuite, apprivoiser l'inconfort. Puisque les biais n'existent que pour nous éviter une émotion désagréable, accepte de ressentir cet inconfort passager, ça lui enlève tout son pouvoir. Dis-toi, je peux entendre cette information sans qu'elle remette en cause ma valeur. Et si tu identifies l'émotion, viens sur ma chaîne Chrysalysia. Tu as plus de 200 vidéos qui te permettent de transformer n'importe quelle émotion en autre chose. Tu as mon adresse mail dans ma présentation. S'il y a une émotion qui n'est pas et qui te touche, eh bien fais-moi une demande, je pourrais te créer une méditation que je partagerai volontiers. Cinquième point, la majorité des malentendus proviennent de l'écart entre ce que l'autre a vraiment exprimé et ce que notre filtre a interprété. Prendre un instant pour chercher l'intention réelle de l'interlocuteur permet de faire redescendre la pression émotionnelle.
Et ensuite, pratiquer la petite pause. Avant de réagir à chaud, prends une inspiration. Installe-toi dans une bulle d'observation pour regarder la situation avec un temps de retard. Ce léger espace neutralise l'interprétation immédiate. L'idéal, puisque dans ces cas-là, ton système primitif s'active, ton système nerveux se remplit de cortisol, pense toujours à inspirer sur 4 et expirer sur 8. Demande-toi, quelle émotion s'est réveillée? Ne réagis pas à chaud, remets-toi en question. Sortir d'un biais cognitif, c'est cesser de réagir à ce que l'on redoute pour observer ce qui est, en apprenant à séparer l'émotion du fait. Si cet enregistrement t'a plu, je t'invite à le partager, à le liker et puis pourquoi pas à le commenter. À bientôt!